Dit que l'homme est très ancien, beaucoup plus ancien qu'on l'imaginait. On sait que son origine plonge très profondément dans le monde animal, on sait que cette origine est unique, qu'elle est tropicale, et on sait, ce qui est important tout de même, que l'homme n'a pas toujours eu l'allure qu'il a de nos jours. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces résultats ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer au public en général et même au monde scientifique. La création de l'homme, peinte par Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, illustre bien la façon dont on se représentait naguère notre ancêtre Adam, créé par Dieu à son image et exactement semblable, en plus beau peut-être, à l'homme contemporain. Cette croyance, le savant anglais Charles Darwin l'a bouleversée en publiant sa théorie de l'évolution des espèces, qui faisait de chaque espèce animale le produit d'une lente transformation. Théorie qui, de toute façon, était inacceptable par les milieux religieux. En la simplifiant à l'extrême, ceux-ci ont fait dire à Darwin que l'homme descendait du singe, ce qui aurait effrayé la femme de l'évêque de Worcester, au point qu'elle aurait prononcé cette phrase historique. Descendre du singe. Espérons que ça n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, prions pour que cela ne se sache pas. En fait, les craintes de Madame l'évêque étaient excessives. L'homme ne descend pas du singe, il en est seulement le cousin. L'homme et le singe sont tous les deux des primates et ils ont un ancêtre commun. Mais il faut remonter très loin pour retrouver cet ancêtre. Ce qu'examine Léonard Gainsbourg, sous-directeur de l'Institut de paléontologie du Muséum de Paris, ce sont les dents montées sur plaquettes de ce très lointain ancêtre. Ces dents mesurent 1 mm. Elles ont été trouvées aux États-Unis, dans l'État du Montana, et nous ne possédons aucun autre vestige de ce petit primate qui vivait il y a, disons, 70 millions d'années et que les scientifiques ont baptisé Purgatorius. Ainsi, d'après les paléontologistes, notre plus ancien ancêtre connu serait un petit animal de la taille d'un rat. Mais comment peut-on oser reconstituer un animal dont on possède en tout et pour tout quelques minuscules dents? Que fait un paléontologiste lorsqu'il trouve des petits éléments du genre de ces dents de Purgatorius? Sa démarche est toujours la même. Il observe sur le plan morphologique ce qu'il vient de découvrir et il le travaille sur un plan comparatif. Il fait de l'anatomie comparée. On sait en effet que chaque ossement, chaque dent s'inclut dans un squelette, dans un ensemble qui est un ensemble cohérent, c'est-à-dire qu'un type de dent ne peut aller qu'avec un type de squelette, c'est-à-dire un type d'être qui a un certain comportement, une certaine locomotion, etc. Plus de 3,5 millions d'années. Et c'est beaucoup dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire en tout cas de ces hominidés qui sont très certainement de notre famille. Et puis, cette découverte est aussi évidemment très intéressante parce que pour la première fois, au lieu de trouver un morceau d'os par-ci, une dent par-là, on a 52 fragments d'ossements ou de dents appartenant au même individu. Alors pour la première fois, on a une idée de la taille de cet individu. Celui-ci a un peu plus d'1 mètre, ce qui est évidemment très peu. Et on a une idée de la proportion, par exemple, des membres inférieurs par rapport aux membres supérieurs. Et c'est la première fois qu'on arrive à un résultat de ce genre. Lucie appartient à l'une des branches les plus anciennes des Australopithèques. Et tout prouve qu'ils avaient déjà adopté la station verticale. Comme d'autre part leur dentition démontre qu'ils se nourrissaient essentiellement de végétaux, on peut les imaginer cueillant en l'air des baies sauvages avec leurs mains, qui se trouvaient libérées par la station debout. Mais comment est-on certain que les Australopithèques ne se déplaçaient pas à 4 pattes?
Voici côte à côte un bassin de chimpanzé et un bassin d'homme. Le bassin de chimpanzé apparaît étroit et allongé parce que le chimpanzé n'est pas redressé et que sa locomotion se fait souvent suspendue par les membres supérieurs dans les arbres de son milieu, de son environnement. L'homme, au contraire, a un bassin large, a un bassin évasé, parce que cet homme est debout et que le bassin supporte l'ensemble des viscères. Lorsque l'on compare maintenant les bassins d'Australopithèques, même les plus anciens, c'est-à-dire ceux de 4 millions d'années, à ces deux formes, il est tout à fait évident que c'est avec l'homme que la comparaison est la meilleure, et ceci signifie bien entendu que l'Australopithèque est redressé, qu'il est bipède, qu'il marche sur ses pattes postérieures. Sa démarche était sans doute un peu chaloupée, mais il marchait. Quelle émotion a dû ressentir Mereliki lorsqu'elle a découvert à l'Étoli en Tanzanie les plus anciennes traces de marche bipède connues à ce jour. Elles sont inscrites dans un terrain volcanique meuble qui s'est solidifié par la suite. Les pas de ce couple d'Australopithèques datent de près de 4 millions d'années. Certains les ont baptisés Adam et Ève. En Afar, l'équipe franco-américaine a fait une autre découverte importante, une main d'Australopithèque très bien conservée. Donald Johansson en explique l'intérêt. Ce spécimen est très très important pour nous parce que c'est probablement la main la plus complète qu'on ait jamais découverte. Bien, comme vous le savez, une des étapes les plus importantes de l'évolution de l'homme a été le moment où ses mains se sont libérées de la locomotion. Il n'avait plus à les utiliser pour marcher. Ça veut dire qu'il pouvait commencer à utiliser ses mains pour faire des mouvements précis et pour produire des outils. D'après nos premières observations, nous pensons que cette main pouvait fabriquer des outils. De tels outils ont en effet été découverts en quantité par Jean Chavaillon et son équipe dans le cadre des expéditions paléontologiques internationales conduites dans la vallée de l'Omo, au sud de l'Éthiopie, sous la direction d'Yves Coppens et de Francis Clark Howell. Ces outils en quartz se présentent sous la forme d'éclats de très petite taille, dont le tranchant et les marques d'usure sont étudiés à la loupe et au microscope par les préhistoriens qui s'interrogent sur leur utilisation. En assemblant ces éclats, on cherche à reconstituer, comme dans un film projeté à l'envers, la pierre dont ils sont issus. On comprend mieux ainsi le procédé de fabrication et on a la preuve que ces outils ont été fabriqués sur place. Il s'agit de la plus vieille industrie du monde, puisqu'un petit nombre de ces éclats portent des traces de retouche et qu'ils ont plus de 3 millions d'années. À quoi le paysage ressemblait-il à l'époque? Et quels animaux habitaient cette région plutôt sèche de nos jours? On a également trouvé dans la vallée de l'Omo des renseignements précieux sur la faune et sur la flore qui étaient contemporaines de l'Australopithèque. D'abord la faune. Cette énorme mâchoire qu'Yves Coppens est en train de dégager appartient à un dinothérium. À quelques mètres de là, Françoise Coppens dégage le bassin de ce même dinothérium, une sorte d'éléphant dont les défenses, courtes et robustes, étaient recourbées vers le bas comme un soc de charrue, probablement pour arracher des racines. Les fouilles ont révélé l'existence d'une autre espèce d'éléphant, curieusement proche de ceux que l'on trouve aujourd'hui en Asie.
Le terrain de l'Homo étant meuble, l'action du vent et des eaux a pour effet de dégager les fossiles plus lourds qui apparaissent en surface. C'est ainsi qu'Yves Coppens a pu récolter en 10 années quelques 50 tonnes de fossiles d'ossements, dont ces vestiges d'hippopotame et ce rostre de gavial, une sorte de crocodile. Si l'on ajoute à ce tableau de chasse des fossiles d'huîtres et de poissons, on conclura qu'à l'époque des Australopithèques, cette région était très humide et riche en lacs et en cours d'eau. Cette bûche très lourde que Jean-Claude Koeniger apporte dans son laboratoire de la Faculté des sciences de Paris, c'est du bois fossilisé. Il remonte à plusieurs millions d'années et on en trouve sur le terrain en Afrique de l'Est. Pour bien étudier ces bois fossiles, on les découpe en très fines tranches de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. On dispose ensuite chaque coupe entre deux minces plaques de verre pour pouvoir la fixer sous le microscope et l'examiner en détail. Elle est parfaitement révélatrice puisque la matière organique d'autrefois a conservé sa structure en se minéralisant. Ces fragments de bois fossiles très agrandis nous font plonger dans le temps. Et que nous apprennent-ils ? Ils confirment que l'environnement dans lequel vivait l'Australopithèque, d'abord luxuriant et humide, est allé se desséchant sous l'effet d'une transformation du climat. L'Australopithèque mangeait des fruits. L'examen des quelques spécimens de ces fruits parvenus jusqu'à nous sous forme de fossiles conduit aux mêmes conclusions que l'examen des bois. Enfin, on a également récolté dans la région des pollens fossilisés. Et ils témoignent eux aussi de cette évolution vers un assèchement progressif. Si bien que l'on peut tenir pour certain aujourd'hui que le berceau de nos ancêtres a sérieusement évolué au cours des âges. Et que l'Australopithèque, accoutumé à la forêt équatoriale grasse et humide, a dû faire face peu à peu à un environnement beaucoup plus hostile. Pour survivre, il a dû s'adapter à une steppe de plus en plus aride, très proche du paysage actuel de cette région de l'Est Afrique. Cette modification du climat, et donc de la flore, ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur la faune, et en particulier sur l'évolution de nos ancêtres. Au cœur du monde des Australopithèques apparaît, il y a environ 4 millions d'années, un autre hominidé. Or, cet hominidé est plus grand que l'Australopithèque, il est plus droit que l'Australopithèque, il a un cerveau plus gros que celui de l'Australopithèque, et il a une denture plus harmonieuse, c'est-à-dire des prémolaires et des molaires plus petites, des canines et des incisives un peu plus fortes. Et cet hominidé est si proche de nous et si distant finalement de ses prédécesseurs australopithèques qu'on l'appelle Homo habilis et que c'est véritablement le premier homme. Le 27 juillet 1972, sur le terrain de l'Est Turkana, au Kenya, deux assistants de Richard Leakey ont fait une découverte qui allait avoir un énorme retentissement. Il y avait là, répartis sur le sol, une multitude de fragments de crâne.
Au terme d'un long et patient travail de puzzle, on a pu, à l'aide de fragments assemblés, reconstituer ce crâne, qui est le plus complet à ce jour des crânes d'Homo habilis, le véritable premier homme, notre ancêtre direct. Celui-ci date de 2 millions d'années environ. Le volume de la boîte crânienne et la face aplatie sont tout à fait caractéristiques. À partir des conclusions que ce crâne permet de tirer, un collaborateur de Richard Leakey, J. Matternes, propose ce portrait d'Homo habilis, qui, contemporain de l'Australopithèque, lui a survécu parce qu'il a sans doute pu s'adapter plus efficacement à un climat hostile où les végétaux se faisaient de plus en plus rares. Nos ancêtres ont donc probablement commencé dès lors à se nourrir de viande. Cette viande, ils se la procuraient soit en disputant leur proie aux fauves, soit en chassant eux-mêmes. Leurs mains, désormais libérées par une démarche bipède de plus en plus assurée, leur permettaient de rapporter le produit de la chasse vers leur groupe et de le partager. Ainsi se développait la vie sociale et la spécialisation de chacun dans la collectivité. Si l'on examine un moulage de la cavité crânienne d'Homo habilis, on constate que son cerveau pouvait atteindre 800 cm3. Il était donc beaucoup plus important que celui de l'Australopithèque, qui avait moins de problèmes à résoudre, puisqu'il évoluait dans un environnement favorable à son existence et à sa subsistance, et que son organisation sociale était plus élémentaire. Cependant, comparé au cerveau d'un homme actuel, celui d'Homo habilis est encore bien petit. Il occupe une situation intermédiaire, tant sur le plan de la quantité que sur le plan de la forme et même sur le plan de l'irrigation sanguine. Sur le plan de la quantité, il est évident que cette série est croissante. Sur le plan de la forme, on assiste à un développement préférentiel des zones antérieures et moyennes du cerveau, là où se situe le pariétal, le temporal et le frontal, c'est-à-dire là où siègent la mémoire et la parole. Et sur le plan de l'irrigation sanguine, ce sont également ces zones intermédiaires et antérieures qui bénéficient d'une irrigation meilleure, puisque, travaillant plus, elles ont besoin d'un apport sanguin beaucoup plus riche. Homo habilis parlait-il ? Son cerveau et certains détails de la morphologie de son crâne permettent de le supposer. Chez l'homme moderne, les organes qui contribuent à l'expression orale sont les fosses nasales, le palais, la langue, le pharynx et le larynx. Leur action conjuguée permet la modulation et l'émission des sons. Chez Homo habilis, ces organes de phonation existent, bien que sous une forme un peu différente. Il disposait donc de l'appareil de la parole. En outre, les progrès de son développement social donnent à penser qu'il possédait un instrument de communication plus élaboré que ses prédécesseurs. C'est à Olduvai, en Tanzanie, qu'ont été découverts les premiers vestiges d'Homo habilis. Ici, un fragment de mâchoire supérieure au moment de son exhumation. Le site d'Olduvai est passionnant pour les archéologues. Non seulement il est très riche en vestiges datant de plusieurs millions d'années, mais il témoigne que deux chaînons de notre lignée s'y sont longtemps côtoyés, l'Australopithèque et Homo habilis. C'est à ce dernier que l'on peut attribuer ces pierres, disposées en cercle, que l'on tient pour les plus anciens vestiges connus d'une habitation construite par des hommes. Il date d'1 800 000 années. Tout donne à penser que ces pierres ont été disposées ainsi pour fixer au sol les parois de peau ou de feuillage qui,
tendus sur des piquets ou des arceaux, constituaient un abri. Aujourd'hui, seules les pierres subsistent. Ces pierres, qu'Homo habilis travaillait déjà en grand nombre. Cette vallée a dû être très peuplée il y a 1 600 000 ans, dit Mary Leakey, qui a fait avec son mari d'importantes découvertes à Olduvai. Ici, où que vous vous promeniez, vous trouvez des outils en pierre. En voici un, c'est un sphéroïde. Nous pensons qu'il pouvait peut-être le lancer avec une fronde pour abattre du gibier. Et voici encore d'autres outils. Ce sont de petits éclats coupants qui servaient probablement à découper la viande. Ça, c'est un galet tranchant, façonné des deux côtés, très bien aiguisé et en très bon état. Et voilà ce que nous appelons un discoïde, dont le pourtour a été aménagé pour le rendre coupant. Au bord de la rivière Awash, au cœur de l'Éthiopie, on a aussi découvert un site où les hommes les plus anciens ont vécu. Probablement pour profiter de la proximité d'un gué. C'est Melka Kunture. Des fouilles y sont conduites sous la direction de Jean Chavaillon. Ces fouilles ont révélé de nombreuses traces de l'occupation du terrain par Homo habilis. Par exemple, ces ossements d'animaux, qui sont les seuls vestiges gastronomiques de cette époque parvenus jusqu'à nous. Par exemple aussi ces outils, qui témoignent d'une utilisation de plus en plus marquée de l'environnement. Mais c'est en fouillant les couches plus superficielles, donc postérieures dans le temps, que les spécialistes se sont aperçus qu'ils dégageaient les traces d'une civilisation, d'une culture beaucoup plus élaborée. Ils ont trouvé là en particulier de très beaux outils, qui témoignent d'un progrès évident dans l'industrie de la pierre. Ce sont des cailloux taillés sur les deux faces, qui servaient probablement au débitage du bois, au découpage de la viande, à la préparation des pots. Ces outils sont les témoins d'une nouvelle étape dans l'évolution, du passage à un nouveau type d'homme. En effet, le relais d'Homo habilis est pris dès lors par Homo erectus, plus grand et au cerveau plus développé. C'est avec lui que l'espèce humaine va quitter son berceau africain. À partir de 2 millions d'années, l'homme semble sortir de son berceau et se lancer très vite à l'échelle géologique bien sûr, et se lancer donc à la conquête des 3 continents de l'ancien monde. On estime à ce moment-là sa population d'ensemble à 1 million d'individus à peu près. C'est évidemment une très grande approximation, comme vous imaginez. Mais 1 million d'individus, ça ne suffit pas pour couvrir toutes les terres de ces 3 continents. Les gens vont donc se répartir en populations qui naturellement sont isolées les unes des autres. Or, cet isolement va entraîner, comme dans un laboratoire, comme une expérience, un début de différenciation par adaptation à des milieux divers, à des milieux différents, et ce début de différenciation n'est ni plus ni moins, bien que très modeste, qu'un début de raciation. On a calculé qu'à raison de 50 à 100 km par génération, l'homme partant de l'Afrique n'aurait mis que 15 000 ans pour gagner l'Extrême-Orient, et beaucoup moins évidemment pour atteindre l'Europe. C'est ainsi qu'on le retrouve au cœur des Pyrénées, dans la grotte de l'Arago, près du village de Tautavel. Des fouilles dirigées par Henri de Lumley ont permis d'exhumer en juillet 1971 un crâne, dit crâne de Tautavel, qui est le plus ancien crâne complet d'homme découvert en Europe. Il s'agit naturellement d'Homo erectus qui, dans ces régions fraîches, s'abritait dans des grottes,
ce qui a alimenté le mythe de l'homme des cavernes. Une fois dégagé, le crâne est encore entouré partiellement de la gangue qui l'enserrait. Après nettoyage, on distinguera mieux ses caractéristiques, même si la calotte a souffert de son long séjour dans la terre et a été déformée dans le sens de la hauteur. Homo erectus occupe donc désormais les 3 continents de l'ancien monde. L'Europe, représentée par l'homme de Tautavel au centre, l'Asie à gauche avec le fameux homme de Pékin, et à droite l'Afrique avec l'homme du Kenya. À Terra Amata, près de Nice, on a mis au jour les vestiges d'un très ancien habitat, occupé par Homo erectus il y a 500 000 ans. Il vivait dans des huttes faites sans doute de branchages, et on a retrouvé les trous où étaient plantés les poteaux qui servaient d'armature à ces huttes. On a également découvert des traces de foyer. Donc, Homo erectus avait appris à domestiquer le feu. C'est une étape capitale dans l'histoire de l'humanité. On peut supposer que pour produire le feu et le domestiquer, nos lointains ancêtres employaient le genre de technique qu'utilisent aujourd'hui encore les occupants de la vallée de l'Omo, les Nyangatom. Le feu, le foyer autour duquel on se réunit, favorise la vie en société. Rien d'étonnant si, à cette période, semblent apparaître les premiers rites qui pourraient témoigner d'un sentiment religieux, d'une croyance dans l'au-delà. Les fouilles effectuées dans des couches de 500 000 à 1 million d'années environ, c'est-à-dire des couches qui contiennent des restes d'Homo erectus, aussi bien en Afrique qu'en Asie, en Tanzanie par exemple, en Indonésie, en Chine, ont révélé un phénomène tout à fait surprenant. À chaque fois que l'on trouve un crâne d'Homo erectus, ce crâne est incomplet. Il lui manque la face, il lui manque la base. Alors on s'est demandé pourquoi ceci apparaissait de cette façon. Est-ce qu'il s'agissait de destruction naturelle? Est-ce qu'il s'agissait de zones plus fragiles qui disparaissaient par suite de l'action de l'érosion, par exemple? Mais le phénomène s'est reproduit tellement de fois qu'on est obligé d'en arriver à la conclusion d'une destruction intentionnelle, et destruction qui correspondrait en quelque sorte, ce qui est fantastique étant donné l'âge, qui correspondrait donc à un premier rituel lié à la mort. À Homo erectus succède Homo sapiens. L'homme de Néandertal en est le représentant le plus célèbre. On a la preuve qu'il pratiquait des rites funéraires. Il vivait au Moyen-Orient et en Europe, de l'Irak à la France de l'Ouest. On l'a retrouvé notamment dans certaines grottes de Dordogne, fouillées dès la fin du XIXe siècle. Dans la seule grotte de La Ferracie, on a découvert en 1909 7 individus qui y avaient été inhumés. En effet, l'homme de Néandertal enterrait ses morts, et les funérailles étaient accompagnées d'un rituel complexe. Dans les sépultures telles que la grotte de La Ferracie, les morts étaient déposés dans une position bien particulière, les jambes repliées. Parmi ces vestiges d'un intérêt exceptionnel, on a trouvé une pièce rare, un pied absolument complet et dans un état de conservation remarquable. Il voisine, dans les réserves du musée de l'homme à Paris, avec beaucoup d'autres ossements de l'homme de Néandertal,
qui, du fait qu'il enterrait ses morts, nous a légué des témoignages nombreux sur lui-même. En outre, ces ossements sont remarquablement conservés, puisqu'ils étaient dès l'inhumation à l'abri de l'air, des intempéries, des bêtes fauves. Ce qui n'était pas le cas des squelettes de nos ancêtres plus lointains. On dispose donc pour la première fois dans l'histoire de l'homme d'éléments de comparaison nombreux, des deux sexes et de tout âge. L'homme de Néandertal va s'adapter remarquablement à la période glaciaire, dite période de Wurm, qui couvre l'Europe d'immenses glaciers. On constate cependant la disparition paradoxale de l'homme de Néandertal à la fin de cette période. L'espèce s'est-elle éteinte d'elle-même? A-t-elle été victime d'un génocide? A-t-elle été absorbée par une nouvelle population? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'apparaît alors un nouveau type d'homme, plus grand, encore plus développé. Les rites funéraires semblent aussi se compliquer. On a couvert le crâne de cet homme de coquillages avant de l'inhumer. Il a été couché dans sa tombe, les jambes repliées et les bras remontés, avec les mains proches du visage, à hauteur de la bouche. On a déposé dans sa tombe, à côté de lui, ses outils et ses armes, dont cette sorte de poignard en os. Cet homme, baptisé homme de Menton, est un échantillon de l'homme de Cro-Magnon que les spécialistes appellent Homo sapiens sapiens. Il nous ressemble beaucoup et il est parti du bon pied pour conquérir le reste de la planète. Par le détroit de Bering, il gagne le Nouveau Monde et descend jusque dans l'Amérique du Sud actuelle. Il a laissé sur les parois des grottes des peintures, telles que celle-ci, découvertes au Mato Grosso, au Brésil, par Pierre Colombel, où se mêlent des représentations d'hommes et d'animaux et des signes mystérieux. Certaines scènes peuvent figurer des rites, comme ce cortège, où sont représentés des personnages curieusement coiffés et peut-être une femme enceinte. L'homme a également gagné le continent australien. Là aussi, il a orné les parois rocheuses de signes étranges et d'animaux comme ces kangourous. Cette bête surprenante, est-ce un rhinocéros, est-ce un hippopotame, a été gravée sur un rocher du Caucase. Quant à ces peintures du Tassili, trouvées au cœur du Sahara le plus désertique, elles attestent que c'était à l'époque une région riche et verdoyante. Dans des grottes de France et d'Espagne devenues célèbres, l'homme a tracé des signes abstraits dont l'intérêt a été éclipsé, pour les premiers observateurs, par le spectacle grandiose que leur offraient les peintures animalières. Que veulent-ils dire, ces signes? On peut imaginer qu'ils sont liés à des rituels. Mais on peut se demander aussi s'il ne s'agit pas des premières manifestations d'une représentation symbolique des choses, et même des idées, c'est-à-dire de l'embryon d'une écriture. Il y a 10 ou 15 000 ans, dans ce qui est aujourd'hui la France, l'homme était un nomade. Il chassait pour assurer sa subsistance. Il vivait dans des tentes de peau,
semblable à cette reconstitution faite à Pincevent, près de Fontainebleau, au bord de la Cède. Chaque année, à l'époque où les eaux du fleuve étaient basses, ils campaient ici, à proximité d'un gué qu'empruntaient les troupeaux de rennes. Ce véritable piège naturel facilitait grandement la chasse. Des équipes de chercheurs, dirigées par André Leroy-Gourand, professeur au Collège de France, dégagent les vestiges laissés par ces nomades sur le sol des abris temporaires où ils ont vécu jadis. Ainsi peut-on faire revivre ces hommes, déjà semblables à nous, ces hommes qui vont bientôt apprendre à pratiquer l'agriculture, devenant ainsi des sédentaires qui prendront le temps d'écrire, de lire, de s'instruire, de méditer, et qui iront de plus en plus loin dans leur entreprise de modification de l'environnement à leur profit, jusqu'à inventer la civilisation moderne. J'aurais tendance, en conclusion, à rappeler que l'homme, aussi ancien qu'il soit, a une origine unique. Ce qui veut dire en clair que tous les hommes ont la même origine, qu'ils sont frères et qu'ils partagent le même poids d'histoire. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que une des grandes spécificités de l'homme, c'est le développement sans précédent de son cerveau, de son système nerveux central. Et ceci a entraîné une quantité de choses, a entraîné par exemple sa grande liberté, mais en même temps sa responsabilité, en ce sens qu'il doit tout apprendre, que tout désormais doit être enseigné aux générations qui viennent, et qu'il n'y a plus d'instinct, qu'il n'y a plus de choses innées. Le développement du cerveau a entraîné aussi le développement tout à fait extraordinaire du phénomène culturel. Tout à fait extraordinaire, j'aurais même tendance à dire extravagant, puisqu'on sait ce que ce phénomène culturel représente aujourd'hui, et ceci a permis à l'homme de conquérir toute la planète, de commencer à conquérir l'espace, et en tout cas de s'adapter dans tous les milieux, et c'est le premier mammifère qui réussit une chose pareille. Songez-y, les constructeurs, les conducteurs, les passagers de ce train qui traverse le chantier de fouilles de Pincevent sont les mêmes hommes que les chasseurs nomades d'il y a 10 ou 15 millénaires, qui plantaient ici leurs tentes quelques mois chaque année, et dont le travail des archéologues ressuscite patiemment les conditions de vie et les habitudes. Ce raccourci, cette confrontation à travers les âges, illustre bien l'étonnant parcours accompli par l'espèce humaine sur la Terre et l'accélération brutale de ce parcours depuis quelques millénaires. Et le travail des archéologues nous montre que l'homme est le seul de tous les mammifères à employer les ressources de son cerveau, non seulement pour transformer le monde, mais aussi pour sonder son passé et tenter de mieux comprendre d'où il vient et qui il est.